Donc la deuxième partie de l'après-midi va être un petit peu plus technique, on va dire, moins politique. Et puis on va, les différents intervenants vont vous présenter plus des outils méthodologiques, donc très territorialisés pour le coup, puisqu'on va parler de territoires particuliers. Et sous quatre angles qui correspondent finalement à quatre étapes qu'on a pu identifier dans un processus de patrimonialisation et qui ont donc été un peu formalisées. Ces quatre étapes, donc dans l'ouvrage qu'on évoquait ce matin sur le patrimoine territorial, ces quatre étapes formalisées, c'est pas révolutionnaire, hein, mais c'est quand même pas mal à un moment donné de mettre noir sur blanc un processus, on va dire, de patrimonialisation. Les quatre étapes, on en a deux premières qui sont la connaissance du patrimoine, et donc quelle méthode et comment on peut finalement accéder à la connaissance de ce patrimoine territorial. La deuxième étape qu'on a appelée la reconnaissance ou l'appropriation, on a bien vu ce matin que ce n'était pas forcément parce qu'un élément patrimonial était là et connu et identifié par les experts que finalement, sur un territoire, on lui donnait de la valeur à ce patrimoine-là et que c'était quand même la valeur partagée qui permettait la transmission. Donc, on évoquera les questions d'appropriation et les méthodes qu'ont pu utiliser différents types de territoires et notamment un parc national, un parc régional en fait, naturel régional, pour favoriser l'appropriation par les acteurs locaux du patrimoine territorial. Là, pour le coup, on vous laissera un temps d'échange avec les intervenants. Et dans un deuxième temps, on vous parlera plus de ce qu'on a appelé la mise en projet. On a bien vu aussi ce matin, notamment je trouve que l'exemple toulousain était très intéressant. On met en place un outil, un secteur sauvegardé, il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas de projet, et bien en fait l'outil tout seul, il ne sert à rien. Hein. C'est pas la bétonnière qui fait la maison, c'est plutôt la famille qui a envie de construire la maison, qui fait le projet de maison, et la bétonnière, elle vient après, éventuellement, si ce n'est pas finalement un autre outil qui est plus adapté. Donc la question de la mise en projet sera évoquée dans un deuxième temps, et découlant de la mise en projet, les outils de gestion qui arrivent finalement plutôt en fin de processus. Alors ce qui est quand même intéressant, même si ces quatre temps correspondent à des méthodes finalement assez différentes, ce qu'on voit très bien, c'est que quelquefois, c'est la mise en place d'un outil pour lequel on n'a pas trop de projets qui va générer le projet, c'est-à-dire que c'est le fait de dire tiens, on va utiliser tel outil qui pousse les acteurs locaux à se dire finalement cet outil-là, pourquoi on va s'en servir, et donc on remonte la chaîne en fait du processus. Quelquefois, c'est l'appropriation ou la reconnaissance locale de valeurs patrimoniales qui vont pousser à améliorer la connaissance et à la compléter en fait par d'autres éléments. Et quand Olivier Poisson par exemple évoquait le bassin minier, où finalement les valeurs sociales qui peuvent être à l'origine de l'appropriation locale d'un patrimoine, on va enrichir sa connaissance pour construire un véritable projet. Donc on sent bien que ces différentes étapes peuvent être mises dans un ordre plus ou moins différent, mais quand même globalement on a quatre temps différents avec quatre types de méthodes assez différentes à décliner et puis à inventer, parce que c'est quand même bien d'inventer un peu tout le temps, c'est comme ça qu'on reste vivant, hein. C'est en stimulant aussi son imagination et sa créativité. Donc cet après-midi est réservé à ces quatre temps-là. Les intervenants sont
de différentes origines. Les agences d'urbanisme, puisqu'effectivement, en tant qu'ingénierie présente sur les territoires, on est assez souvent en fait au cœur de ces sujets-là, mais pas que. J'ai parlé du parc naturel régional du Vexin, qui est représenté aussi, qui est un autre type d'acteur. Et puis, on aura aussi quelqu'un qui a fait la formation d'AUE, qui est maintenant en service territorial de l'architecture et du patrimoine. Donc l'expertise qu'évoquait Monsieur Etienne ce matin au sein des services de l'État. Et puis 2 collectivités qui ont conduit des PLU avec une forte dimension patrimoniale. Et vous verrez la différence en fait entre la manière dont elles ont utilisé le même outil, qui est le PLU, pour traduire le projet patrimonial avec des façons de faire en fait très très différentes. Donc c'est bien pour montrer aussi qu'un outil, ça s'adapte au projet, ça s'adapte à une gouvernance locale, ça s'adapte à des enjeux, et c'est pas en soi quelque chose qui est une vérité. C'est vraiment un outil au service du projet et d'un territoire. Donc, j'appelle la première présentation qui concerne les forges de Trignac, qu'on appelle Drôle de Dame, par Alexandre Granger, qui est architecte urbaniste à l'agence de Saint-Nazaire. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter une petite synthèse du diagnostic rétrospectif qui a été réalisé sur le site des Forges de Trignac, suite à une commande qui a été passée à l'agence d'urbanisme de Saint-Nazaire fin 2012 par la communauté d'agglomération de la région nazarienne, la Carène, et la ville de Trignac. Donc il s'agissait d'une double commande. Et le principe méthodologique qu'on avait retenu pour réaliser cette étude sur les forges de Trignac, c'était de l'effectuer en plusieurs étapes, en commençant d'abord par un diagnostic rétrospectif qui visait à retracer l'évolution du site et à repositionner le site des forges de Trignac dans des systèmes de différentes natures et à différentes échelles. Et en expertisant le positionnement du site des forges dans ces différents systèmes, on essayait aussi d'en appréhender le rôle et les potentialités en tant que marqueur paysager, patrimonial, culturel, environnemental, touristique aussi éventuellement. Et donc voilà, il s'agissait du premier volet d'un diagnostic qu'on souhaitait être progressif. Alors, donc en évaluant le positionnement du site des forges de Trignac dans des systèmes de différentes natures et à différentes échelles, comme je le disais, on s'est rendu compte que ce site-là, à l'échelle de l'Europe charbonnière et sidérurgique, avait toujours été un site périphérique, ce qui finalement l'avait constamment en fait handicapé dans un marché assez concurrentiel, mais qu'à une échelle un peu plus locale, en fait, au niveau national, les forges de Trignac occupaient une place assez importante dans la sidérurgie française, à savoir qu'elles arrivaient à une époque charnière en s'inscrivant dans une tradition sidérurgique bretonne, donc comme on voit ici, avec des forges bretonnes en fait emblématiques qui toutes ont décliné progressivement à la fin du 19e siècle. Et les forges de Trignac, elles sont arrivées à ce moment-là et elles ont préfiguré les usines contemporaines de Dunkerque et de Fos-sur-Mer en inaugurant ce que les spécialistes ont appelé le modèle de la sidérurgie sur l'eau. Donc le principe de la sidérurgie sur l'eau, c'est que contrairement aux anciennes forges terriennes qui, elles, s'implantaient à proximité immédiate des lieux d'extraction de matières premières, les forges de Trignac, elles se sont implantées à proximité immédiate de leur principal client, qui étaient les chantiers navals de Pinouette, qui s'étaient mis eux-mêmes en fait à proximité immédiate du port de Saint-Nazaire, et que également les forges de Trignac, elles étaient connectées à plusieurs réseaux ferroviaires,
Donc un premier réseau local qui permettait notamment d'acheminer la main-d'œuvre, et un deuxième réseau au niveau régional et national, lui, qui permettait aux forges d'importer de la matière première d'autres centres d'extraction, qui leur permettait également de se connecter au bassin portuaire de Saint-Nazaire de façon à trouver un débouché à l'international, à la fois pour importer de la matière première, mais aussi pour éventuellement exporter des produits finis. Et les forges de Trignac vont aussi essayer de maîtriser ces systèmes de flux en se dotant de leur propre outil logistique portuaire sur la zone de Saint-Nazaire. Donc voilà, le modèle de la sidérurgie sur l'eau, il inverse le principe. Du coup, ça va donc permettre aux forges de Trignac de rayonner à plusieurs échelles, à la fois pour l'import-export de matières premières et de produits finis, mais ça va aussi permettre aux forges de Trignac de faire venir une main-d'œuvre cosmopolite, parce que sur le site de Trignac, à l'origine, l'île de Trignac comptait 319 habitants en 1872, les forges de Trignac qui sont construites à partir de 1879, et en 1896, Trignac compte 2347 habitants. En 1932, la date de la première fermeture du site, Trignac compte 5600 habitants. Donc voilà, en l'espace d'une soixantaine d'années, une multiplication par 17 ou 18, je crois, de la population, ce qui va avoir, alors également, jusqu'à 27 nationalités présentes aux forges de Trignac. Donc on avait à la fois de la main-d'œuvre qui a afflué des provinces limitrophes, notamment du Morbihan, mais vous allez aussi avoir toute une main-d'œuvre avec un système d'échange de travailleurs qui va se mettre en place avec d'autres pays européens, mais également des pays beaucoup plus loin, puisqu'on a retrouvé traces de main-d'œuvre qui venaient notamment des Amériques. Et puis également une main-d'œuvre asiatique qui a donné son nom à l'une des cités ouvrières de Trignac qu'on appelle la cité chinoise. Et du coup, cet afflux de main-d'œuvre va avoir pour effet de créer une ville de toutes pièces qui va être fabriquée par et pour les forges. Alors, voici une petite carte de synthèse qui vous montre, voilà, mince, hop, pas le bon bouton, qui vous montre grosso modo le site des forges de Trignac, autour duquel vont venir se distribuer progressivement tout un ensemble de fonctions urbaines, toutes les fonctions urbaines en fait nécessaires à la vie d'une ville, les fonctions résidentielles, culturelles, commerciales, sportives, etc., etc., dont certaines étaient impulsées par la Compagnie des Forges elle-même, donc avec un modèle semi-paternaliste, et dont d'autres étaient impulsées par les ouvriers eux-mêmes, notamment la fameuse société coopérative de consommation. Les forges de Trignac ont également eu un rôle majeur dans l'histoire de l'estuaire industriel-portuaire entre Nantes et Saint-Nazaire, parce que historiquement, le cœur industriel-portuaire était plutôt situé sur l'amont, donc sur Nantes et sa périphérie immédiate, et avec l'implantation, avec la création à Saint-Nazaire du port, l'implantation des chantiers navals et la création des forges de Trignac qui alimentaient les chantiers navals en fait en tôle d'acier, vous allez avoir la fabrication à l'aval de l'estuaire d'un pôle industriel-portuaire qui progressivement au fil du XXe siècle va devenir le pôle industriel-portuaire majeur et va supplanter progressivement Nantes. Mais ce qui est assez intéressant en fait aujourd'hui, c'est que le long de cet estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire se raconte toute l'histoire de l'évolution industrielle-portuaire du territoire et qui prend forme à travers ce que j'ai appelé des balises en fait. Tout un ensemble de signaux marquants dont les forges de Trignac font partie. Et finalement, toutes ces balises-là, elles viennent aussi donner une identité paysagère, en fait, toute particulière à cet estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire. Et du coup, les forges de Trignac, en tant que marqueurs paysagers à l'aval de l'estuaire, jouent un rôle aussi très, très intéressant en ce qu'elles marquent plusieurs seuils. Un premier seuil depuis l'estuaire, depuis l'aval de l'estuaire vers la presqu'île guérandaise, donc pour ceux qui connaissent la Baule, Guérande, etc. Elle marque aussi un second seuil du sud vers le nord, à savoir qu'elle se situe en quelque sorte en situation de porte d'entrée de la Grande Brière. Et par leur positionnement contemporain le long des axes routiers majeurs du territoire, finalement les forges de Trignac sont visibles quand on arrive depuis le Sud-Loire, donc depuis Saint-Brévin, on les voit là. Depuis la Baule également, elles sont visibles ici, et puis également quand on arrive depuis Nantes, elles sont plutôt bien exposées. Le marqueur paysager à l'échelle territoriale est aussi doublé d'un marqueur,
d'un écosystème particulier, parce que le site des Forges de Trignac finalement comprend des entités paysagères assez marquées les unes par rapport aux autres et qui sont finalement la résultante de l'histoire même du site, à savoir que initialement à la place des Forges de Trignac vous aviez un marais et qu'en fait on est venu construire des forges sur un marais en créant un nouveau sol sur lequel on est venu asseoir des installations, et à force de remembrer, faire évoluer le site en permanence, finalement, là, ça c'est une photo qui date grosso modo des années 1910, on ne sait plus vraiment où se trouve le vrai sol, où se trouve le faux sol. Tout a été remanié. Ensuite, on est venu déverser des scories d'acier au milieu du marais, donc vous imaginez bien qu'on est venu modifier durablement les caractéristiques du sol. On est venu créer aussi une nouvelle topographie. Si bien qu'aujourd'hui, ça c'est très schématique, mais aujourd'hui, il en résulte une sorte de paysage un peu hybride, nature contre nature. On ne sait pas vraiment ce qui était là avant, ce qui a été rajouté, modifié. Et puis, suite à l'abandon des Forges de Trignac, d'une partie des Forges de Trignac après leur fermeture définitive en 1943, vous allez avoir la végétation qui va venir recoloniser le site au fur et à mesure, mais qui va coloniser le site par rapport aux caractéristiques du milieu. Aux caractéristiques du sol, à la présence de polluants, etc. Donc sur le site des Forges de Trignac, vous avez un ensemble d'entités paysagères qui sont très distinctes les unes des autres. Ça, c'est par exemple des photos de ce qu'on appelle l'ancienne coquerie, où là, par exemple, on a un paysage avec pas mal d'arbustes, des buissons, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, du crassier, où là, on a un paysage qui est presque lunaire. Et pour finir, alors effectivement, les Forges de Trignac ont été abandonnées, ont fermé définitivement en 1943. Le site a été réinvesti par d'autres entreprises qui ne sont pas allées de main morte en matière de destruction. Et finalement, aujourd'hui, aux Forges de Trignac, les vestiges les plus marquants, les plus visibles, ce sont ces deux tours à charbon de l'ancienne coquerie. Et en fait, en effectuant quelques recherches, je me suis rendu compte que visiblement, cet exemple était assez unique en France. Pour une architecture sidérurgique, vraisemblablement, c'est le seul exemple qu'on aurait en France d'architecture sidérurgique en béton armé. Voilà, ce qui pose question pour son devenir. Merci. Merci. Alors, vous voyez sur un exemple de patrimoine industriel qui est un signal dans le paysage un peu mal aimé, on va dire, pas très approprié, qui est en friche depuis pratiquement 70 ans, voire plus, sur lequel aussi se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui avec un site pollué, avec un milieu naturel fragile, avec un site potentiellement dangereux, que la connaissance du site, dans un premier temps, ça va être de retisser les liens entre cet élément-là et ce qu'il raconte d'un territoire et d'une population aussi, en le réancrant à différentes échelles territoriales et du coup en remettant en évidence aussi des éléments de paysage, des traces patrimoniales bien plus importantes que ce simple objet. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Je trouve que dans cet exemple aussi, ce qui est intéressant, c'est la qualité de la représentation, où on est aussi sur une espèce de transposition très graphique, mais qui permet d'adhérer au discours. On n'est pas sur des cartes SIG qui sont quelquefois un petit peu techniques. Donc on a bien eu un effort de transposition pour re-raconter aux acteurs locaux, finalement, l'intérêt local de cet élément dont on ne sait pas trop quoi faire. L'idée, c'est bien derrière d'essayer de stimuler le projet à partir de ces éléments d'histoire commune racontés. Alors, deuxième exemple assez différent, en fait, qui va vous être présenté, qui est sur un territoire pas forcément complètement valorisé à première vue, qui est la vallée de Gier à côté de Saint-Étienne,
où là, on va beaucoup plus travailler sur les techniques SIG, si je me souviens bien, voilà, et plutôt voir comment on peut utiliser cet outil technique, en fait, pour, pareil, essayer de stimuler, de poser des questions, d'interroger dans le cadre d'un projet de territoire. Et c'est donc Guillaume Sodeza qui va vous présenter cette expérience autour de la vallée de Gier. Donc, pour commencer, en fait, oui, l'exemple que je vais vous présenter maintenant est sans doute un peu plus... j'allais dire un peu moins opérationnel que ce qui vous a été présenté jusque-là, puisqu'il s'agit de la synthèse, finalement, d'un travail doctoral que j'avais mené à l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne à l'époque, où alors j'ai eu un parcours un peu particulier, chargé de mission, puis doctorant CIFRE, puis chargé de mission. On avait commencé à travailler à l'agence de Saint-Étienne sur finalement les recensements de patrimoine industriel. C'était une problématique importante chez nous, puisque le patrimoine industriel dans les vallées industrielles du Gier et de l'Ondaine, c'est devenu, avec la désindustrialisation, une vraie charge pour la collectivité, avec tous les problèmes de pollution que ça suppose. Donc, dans l'idée initiale de l'agence, ce recensement, qui nous était aussi demandé par notre commanditaire de l'époque, donc Saint-Étienne Métropole, ce recensement, c'était d'arriver à la fois à caractériser ces lieux, à les identifier, à les caractériser en valeur. Est-ce qu'ils sont intéressants? À quel titre? Alors le repérage était large, c'était les maisons de maître, les ensembles industriels, de la métallurgie, de la mine, jusqu'au barrage. Enfin, on avait vraiment une conception très large du patrimoine industriel. Donc, on avait construit une base de données SIG, pour le coup, où on recensait ces éléments, où on essayait aussi d'évaluer leur mutabilité, les potentialités de réutilisation qu'ils avaient. Et puis, ce qui était sorti dans les discussions qu'on avait avec avec notre commanditaire, c'est que finalement, on avait une idée un petit peu de ce qu'était le patrimoine industriel, mais quelle était l'identité du territoire? En fait, quand on parlait de la vallée du Gier, ça ne se limitait pas à l'industrie. Donc, comment on abordait cette question-là de l'identité, de la connaissance au sens large, de ce qui pouvait faire territoire, de ce qui pouvait faire patrimoine. Et c'est en ça qu'on avait lancé qu'on s'était inscrit dans un doctorat CIFRE, puisque l'idée c'était de construire une réflexion sur la méthode, alors qui n'est pas profondément innovante, mais qui a quand même un certain nombre de points qui, pour moi, étaient assez novateurs. Donc l'idée, c'était de ne pas aborder justement la question du patrimoine, de ne pas poser la question de la valeur, c'était de s'intéresser à l'héritage matériel bâti. En gros, tous les témoignages anthropiques qui nous sont légués d'une période antérieure. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose, mais ça pose quand même que la lecture qu'on a du territoire, c'est quelque chose d'assez banal à dire, mais c'est le produit d'une lente sédimentation de tous ces éléments hérités. Voilà, finalement, l'objectif qu'on avait aussi fait valider par notre commanditaire, qui participait au financement de sa thèse, il était double. La lecture de cet héritage-là, et puis l'illustration que cet héritage, ça formait un capital non renouvelable, et que toute altération de ces éléments-là, toute transformation, en fait, le faisait disparaître irrémédiablement. Ce qui n'est pas forcément négatif, parce qu'on avait fait le choix de ne pas se poser la question de la valeur, mais ce qui nous faisait dire, pour l'aménageur potentiel, qu'au moins la question devait être posée. Donc il fallait lui amener la connaissance. Donc, comme je vous dis, quand on parle d'héritage, matériel bâti, c'est large, on peut l'aborder de plein de façons différentes. Nous, on avait fait le choix de prendre des unités très simples, les structures parcellaires, les structures bâties, les réseaux viaires et hydrographiques. On avait fait ce choix-là parce qu'en fait, finalement, une fois qu'on s'est débarrassé de toute notion de valeur, de toute notion de typologie, qu'est-ce qui reste? Il reste ça. Et que ça, c'est quelque chose qui parle aussi aux aménageurs. C'est la première chose, finalement, au-delà du paysage qu'on voit sur un territoire. Et puis, l'idée, c'était de positionner ces unités dans le temps. C'est-à-dire comment elles se transforment, comment elles évoluent. Et en parallèle, on voulait aussi
avoir une entrée terrain, c'est-à-dire vérifier aussi sur le terrain l'existence, la validité matérielle de ces éléments qu'on repérait en plan. Puisque l'idée, en fait, la méthode, c'était d'utiliser la planimétrie ancienne assez simplement pour arriver à scander dans le temps l'évolution du territoire. Mais ça, c'est des méthodes habituelles, mais l'idée, c'était aussi d'y introduire la dimension terrain pour vérifier l'existence ou la non-existence des éléments, arriver à la caractériser un petit peu plus, et puis profiter du terrain pour faire émerger aussi des objets, toujours sans se poser la question de la valeur, mais que personne regarde d'une certaine façon, ou qui vont être regardés très ponctuellement, qui sont tous les éléments ponctuels. Alors ça va de la croix de chemin, ça on l'identifie, mais jusqu'aux petits éléments qui correspondent à la phase d'électrification des communes, aux petits éléments du patrimoine industriel, qui est quand même très saillant sur les communes sur lesquelles on travaillait. Donc voilà, et comme on s'inscrivait dans une démarche de thèse et d'expérimentation méthodologique, on ne pouvait pas traiter les 500 km² de l'agglomération stéphanoise. Donc on avait fait le choix de s'intéresser à la vallée industrielle du Gier sur à peu près 33 km². Voilà. Donc les résultats, très simplement, donc là je vous montre la commune de la Grand-Croix, qui est une commune qui naît de l'industrie au milieu du 19e siècle. Donc là, on met en valeur les structures parcellaires conservées, les structures parcellaires persistantes, et c'est là qu'on introduit aussi la dimension terrain, c'est-à-dire elles peuvent avoir disparu entre les différents plans qu'on analyse, mais l'idée c'est de savoir si sur le terrain, ces structures matérielles-là existent toujours, d'où la notion de persistance, et puis les structures parcellaires disparues. Donc là, ça nous permettait aussi d'illustrer la conservation de ces structures-là, l'évolution des structures parcellaires entre les différentes périodes. Donc, et puis on a fait pareil pour le bâti, ça c'est un peu plus habituel que sur les structures parcellaires. Donc voilà, en identifiant à chaque fois les conservations, les persistances de la même façon, c'est-à-dire quels sont les bâtiments qui ont été transformés mais qui peuvent subsister au moins partiellement, les apparitions et les disparitions, c'est-à-dire quelle proportion du patrimoine bâti à une période donnée ou de l'héritage bâti à une période donnée subsiste. Donc, la première lecture qu'on avait du territoire en faisant ça, c'était une lecture assez brute, presque assez idiote, mais quantitative. C'est-à-dire quand on dit que le territoire est produit à une période donnée, on le quantifie, nous, quasiment au mètre carré. On sait ce qui a disparu d'une période à l'autre. Bon, c'est sans doute pas la lecture la plus intéressante. Et puis, ça nous permet aussi de créer un socle de discussion sur quelles sont les permanences, quelles sont les évolutions du territoire, en croisant avec d'autres données, la topographie, le paysage. Donc là, je vous montre une synthèse de ces cartes sur la commune de Saint-Paul-en-Jarret, qui là n'est pas une commune industrielle, mais l'idée c'était de tester la méthode sur d'autres types de territoires. Donc là, en l'occurrence, un noyau villageois avec une structure parcellaire tout à fait caractéristique, où on devine bien l'enceinte de la commune et son extension postérieure, et ce qu'est ce territoire aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi d'introduire les éléments dont je vous parlais, c'est-à-dire tout ce repérage de terrain. Alors, une fois qu'on a fait une méthode de ce type-là, l'idée c'est comment on passe à l'opérationnel derrière, comment on la restitue aux communes. Et nous, si je vous présente ces deux communes-là, c'est que dans le cadre des travaux de planification qui étaient faits à l'agence, tant la commune de la Grand-Croix que la commune de Saint-Paul-en-Jarret étaient en révision de PLU. Donc pour nous, ça avait été l'occasion aussi de présenter ces travaux-là, alors dont je vous présente qu'une synthèse. On allait un peu plus loin, on caractérisait quand même ces différentes structures parcellaires. On essayait par exemple sur une commune comme la Grand-Croix, qui était une commune minière, d'identifier les structures minières qui pouvaient persister, en particulier des périodes les plus anciennes. C'était des données intéressantes à apporter, qui sortaient un petit peu de l'identification du site individuel, du site lui-même. Ça nous permettait de reconstituer en fait le paysage minier tel qu'on pouvait l'imaginer à l'époque. Et puis, ça nous permettait d'amener cette connaissance-là à nos élus, de poser la question, et puis, comme on s'inscrit dans des travaux de planification, l'idée pour nous, c'était que, au moins dans le diagnostic, et peut-être dans de futurs OAP, ces éléments-là soient pris en compte, orientation d'aménagement plutôt, ces éléments-là soient pris en compte, et qu'on puisse apporter cette connaissance-là, assez brute, assez basique aux aménageurs pour leurs futurs travaux. Voilà.
J'espère avoir tenu les délais. Merci. Donc là, on voit un autre outil technique qui est très très utilisé dans la planification territoriale, qui sont la géomatique et les systèmes d'information géographique, qui permettent finalement différents types de classements en fait. Et on voit bien que finalement la clé de tri, c'est quasiment déjà du projet. Si on classe par linéarité, par exemple, on est quasiment dans du projet parce que on va beaucoup interroger l'espace public et que l'espace public, finalement, ça peut être les acteurs d'aménagement de l'espace public, ça va être beaucoup les collectivités. Si on commence à travailler sur les unités foncières, on va évidemment renvoyer à toute la question des documents d'aménagement. Et puis, si on relève des éléments bâtis, on va être beaucoup plus sur des questions de réutilisation, de préservation. Ce qui est intéressant aussi, je pense, dans la méthode, c'est à la fois d'identifier des permanences, mais aussi d'identifier de la densité de préservation sur certains secteurs d'éléments patrimoniaux. Donc finalement, de remettre tout ça, de ne pas avoir de la donnée brute, mais de la remettre en perspective dans une temporalité et dans une dynamique de projet. Donc c'est vraiment une autre manière finalement d'organiser la connaissance et de la porter à la connaissance des élus notamment pour construire le projet. Autre exemple qui est assez différent, donc on vous parle beaucoup de patrimoine industriel, mais finalement je trouve qu'il est assez intéressant le patrimoine industriel parce qu'en même temps il est souvent très emblématique sur un territoire. C'est un petit peu ce qui est évoqué Julie ce matin sur le projet au bord de la Méditerranée, là dont je me souviens plus le nom, autour de la enfin, vous voyez ce dont je parle, voilà, je me souviens plus tout à fait le nom, mais en tout cas, on voit bien que la référence à des histoires familiales sur un territoire industriel, elle est très forte, et que ce patrimoine-là, il porte ça aussi, et qu'en même temps, s'il est désaffecté, c'est soit parce qu'on n'a plus d'activité économique, soit parce que les bâtiments sont peu adaptables à une nouvelle activité, soit troisième cas aussi, parce que soit ils ne sont pas en très bon état, soit ils sont extrêmement pollués, ce qui pose quand même quelques problèmes de réutilisation. Donc finalement, c'est un peu ça concentre ce patrimoine-là, finalement pas mal de questionnements autour du patrimoine territorial. Donc là, on va partir dans la région d'Amiens, qui a un patrimoine industriel relativement diffus et qui est situé en milieu rural où là, effectivement, la question de la réutilisation de ce patrimoine-là pose un certain nombre de questions. Et donc, comment, finalement, on organise la connaissance de ce patrimoine-là pour faire du projet à partir de ces vestiges. Donc, là, c'est Nicolas Delbouy qui va vous parler de l'expérience d'Amiens. Je vais commencer par vous demander de m'excuser, parce que je me suis réveillé ce matin avec une extinction de voix. Mais bon, la sono est bonne, ça devrait aller. Effectivement, je vais vous parler du Grand Amiénois, caractérisé, vous savez sans doute, par toutes ces grandes plaines cultivées. Mais au milieu des plaines cultivées, il y a aussi des vallées. Dans les vallées, il y avait des usines, et principalement des usines textiles. Et le Grand Amiénois a validé son schéma de cohérence territoriale en fin 2012 et il a été rendu opérationnel début 2013. Et vous savez aussi qu'avec les derniers textes, la question de la disponibilité foncière est au cœur des projets de planification des territoires. Or, dans le Grand Amiénois aussi, sur les 12 intercommunalités, 11 sont en PLU intercommunaux ou vont le démarrer cette année. Donc du coup, ces 200 hectares pour les 83 sites en friche cumulée, prennent une importance majeure. Alors, sur 18 mois d'études, en fait, on a recensé, qualifié et classé ces 83 sites. On l'a fait parce qu'on n'en avait pas une connaissance suffisante, mais on l'a surtout fait pour les présenter aux élus du pays, du Grand Amiénois, et les amener progressivement, sur 18 mois, à hiérarchiser les sites et à définir ce qu'on a
appelés à l'époque, et on en garde aujourd'hui l'appellation, des sites dits pilotes, qui ont au moins deux qualités. La première, c'est de représenter un certain nombre d'enjeux en termes d'aménagement. Et la deuxième qualité, c'est d'être représentatif d'une typologie qu'on a élaborée à partir de ces classifications des sites, puisque l'objectif principal de cette démarche à l'échelle du pays, c'était d'amener les élus à découvrir des méthodes de requalification des friches en s'appuyant sur des exemples locaux. Donc 13 sites pilotes. Depuis 2012, l'agence continue d'intervenir à la demande, ça n'est pas systématique, sur ces sites pilotes lorsque des collectivités souhaitent donc les aménager. Alors, dans le cadre de cette démarche de 2012, on a fait un certain nombre de constats. On a beaucoup parlé d'identité ce matin. Le premier constat, c'est que cette identité patrimoniale, elle est extrêmement composée. Alors, composée dans le sens où un site industriel aussi ancien, en général, on est dans le 19e siècle, renvoie forcément à un faisceau de valeurs très variées, sociales, historiques, ou dans le domaine de la conception, ce sont des valeurs qui peuvent être techniques, esthétiques, architecturales. On a vu tout à l'heure des bâtiments en béton armé qui peut-être n'existent qu'à cet endroit-là. Tout à coup, ça leur donne une valeur particulière. On a ce genre de choses, nous, plutôt sur des systèmes d'éclairage en zénithaux, en toiture. Le deuxième constat, c'est que l'identité patrimoniale, en dehors d'être composée, elle est aussi diffuse. Et ça renvoie au fait que, quand on parle d'identité, c'est quelque part le regard de quelqu'un. Et donc, si on est collectivité, si on est un ancien travailleur, si on est de la population qui n'y a jamais travaillé, si on fait partie de la DRAC ou d'associations, ou même si on est un investisseur potentiel, forcément, l'identité que l'on perçoit peut être très différente, et du coup, les valeurs que l'on met derrière peuvent l'être également. Alors, cette variété, c'est une richesse, cette variété et cette diversité identitaire, mais c'est aussi une complexité. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on doit se mettre d'accord sur les valeurs essentielles d'un site, c'est bien le moment où il est en projet. Et donc, en ce moment, on travaille sur 4 sites pilotes qui font l'objet de projets, en tout cas de démarches de projets. On n'a pas forcément encore les investisseurs juste derrière, mais on fait ce qu'il faut pour qu'ils viennent. Et donc, ce moment particulier de la vie d'une friche où un projet se met en place rend encore plus essentielle l'idée qu'il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Puisque la friche a perdu son usage initial et que son enjeu, il est maintenant, on l'a vu avec mon propos préliminaire, dans la question du renouvellement urbain. Donc derrière cet enjeu, je vous ai mis une liste de valeurs, il y en a sans doute d'autres, mais c'est les principales. Celles qui, pour les gens avec qui on travaille, qui sont principalement des collectivités, des communautés de communes ou alors des communes, celles qui émergent systématiquement, on ne l'oublie jamais, c'est la valeur économique. Ce sont des sites où il y avait des emplois, ce sont des sites sur lesquels les élus veulent retrouver des emplois. Même si c'est beaucoup moins, ils veulent en retrouver. Et puis ce sont des sites sur lesquels il y avait donc une population qui était employée et donc qui dépensait entre guillemets sur place. Donc la valeur d'entraînement économique dans ce premier champ-là, elle est évidente pour les élus. Ensuite, les valeurs foncières, je les évoquais, j'y reviendrai pas. Il y a la question des valeurs environnementales. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la question de la pollution. En tout cas, nous, dans le Grand Aminois, des diagnostics pollution, on n'en a quasi pas. Donc quand on est confronté à un site même, s'il ne fait que 5 ou 8 hectares, qu'il est en bord de rivière, qu'il est concerné par des inventaires naturels de niveaux variés, forcément on est obligé de se poser la question. Et puis pour rappel, quand on fait un PLU intercommunal, il y a une évaluation environnementale et de toute façon, à un moment donné, il y a la préfecture qui vous dit qu'est-ce qu'on sait de la valeur environnementale du site qui est au beau milieu de ces espaces naturels. Donc, cette notion-là, environnementale, elle est aussi finalement facilement acceptée, sinon directement interprétée par les élus. La quatrième et la dernière, et ça je suis désolé de le dire comme ça ici, mais c'est mon expérience, pas celle de tout le monde, c'est effectivement la valeur patrimoniale. Elle ne va pas de soi, on va dire tout simplement. Et c'est là où on a besoin de travailler ensemble pour peut-être la faire émerger, en tout cas trouver un nouvel équilibre entre toutes ces valeurs au moment du projet. C'est ce que j'ai proposé d'appeler l'accompagnement du projet. Alors, accompagner le projet, d'abord, c'est aborder la question à la bonne échelle. On a la chance de travailler à l'échelle d'intercommunalité via les PLUI, c'est déjà un point important. Mais de toute façon, pour une commune rurale, en tout cas à la campagne, qui fait
entre 1000 et 1500 habitants. S'occuper seul d'une friche industrielle, ça n'est pas accessible. Donc, de toute façon, la bonne échelle, c'est au moins la communauté de communes, sinon le pays. Mais ça n'est pas une contrainte, puisqu'on peut aussi se dire qu'on va profiter de cette échelle plus vaste pour identifier ses priorités et les valider. Par exemple, si on s'intéresse à l'industrie textile, il y a des grandes familles dans la Somme, la famille Saint-Frère, les frères Saint, qui ont réalisé un certain nombre d'établissements. Comment s'intéresser et définir la valeur d'un seul de ces sites sans regarder l'ensemble sur ce même territoire? Et puis aussi, on peut se dire qu'il faut favoriser les démarches intercommunales autres que les PLUI. Donc, je pense notamment à quelque chose qui n'existe pas, en tout cas chez nous, qui serait la notion d'un inventaire hiérarchisé du patrimoine industriel. Donc je ne sais pas, tout à l'heure on évoquait la loi patrimoine et la notion de plan de valorisation de l'architecture du patrimoine. Peut-être que ça peut être support de ça, mais simplement le constat est que quand un élu fait le pas vers la reconversion, ou au moins l'étude de la reconversion d'un site, le patrimoine, en général, ça l'inquiète plutôt qu'autre chose. Il a l'impression que l'ABF va être le censeur, en tout cas celui qui va orienter fortement le projet, empêcher de faire certaines choses, empêcher certaines démolitions. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'il y avait un travail préliminaire sur une typologie de friches qui, avant que les projets émergent sur ces friches, place les niveaux de valeur du point de vue du patrimoine architectural, historique et culturel de l'ensemble des bâtiments dans une même typologie, ça pourrait aider à lever au moins cette inquiétude préalable. C'est une suggestion. Mais accompagner le projet, c'est aussi s'intéresser à la sphère privée. Alors, dans toute sa diversité, évidemment, la sphère privée, on pense assez vite à la population. Rencontrer ce qu'on pourrait appeler la mémoire vivante. Alors évidemment, des friches du 19e siècle, on peut imaginer que la mémoire vivante, elle est un peu fragile si on s'intéresse aux années qui viennent, mais justement, c'est le moment. Donc c'est rencontrer la mémoire vivante, c'est aussi approcher la valeur sociale, et là, sans doute, faut-il s'éloigner, alors je ne veux pas la mettre de côté, mais ne pas s'intéresser qu'aux associations de la mémoire industrielle, du patrimoine, etc. Là, on parle de l'ensemble de la population. Si on veut être honnête sur la valeur par rapport à la population d'un site, il ne faut pas s'intéresser uniquement à ceux qui sont directement concernés. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre en place à partir du mois de septembre, sur les 2 sites pour lesquels nous travaillons, un travail d'enquête avec l'Université d'Amiens pour essayer de rencontrer un maximum de personnes sur un panel qu'on va définir, de personnes directement impliquées par rapport au site et d'autres qui ont simplement comme qualité d'être habitants dans un périmètre que l'on définira ensemble. Donc ça c'est assez essentiel, sinon ce que l'on fait couramment, vous et nous sans doute, sont des réunions publiques, des expositions qui permettent d'associer la population. Ensuite, concernant la question de la sphère privée, et là on va revenir peut-être au SIG, mais le SIG c'est notre outil de travail à l'agence d'urbanisme, à la DUGA. Ce que je vous montre là, que vous pouvez consulter sur vos smartphones ou vos ordinateurs, c'est un site web public. C'est-à-dire que ce qu'on a fait valider auprès de nos élus, c'est que les couches d'information des 83 sites, dont les 13 pilotes, devaient être accessibles à tout un chacun. Donc vous pouvez, en tapant sur un moteur de recherche Carto, et puis plus loin ADUGA, ADUGA, avoir cette photo aérienne, et plus vous zoomerez, plus vous rentrerez dans le détail, jusqu'à avoir le cadastre, le périmètre des sites. Et quand vous cliquerez sur un petit symbole symbolique de recyclage, vous aurez une fiche descriptive. Bon, je ne veux pas... Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais je voulais simplement vous montrer ça parce que la fiche descriptive vient d'être complétée. On l'a fait que sur un site, pour l'instant, c'est pour vous dire, c'était la semaine dernière. Mais on s'est mis d'accord avec les services de l'inventaire, donc à l'échelle régionale en Picardie, pour que ces fiches renvoient directement sur les dossiers patrimoniaux qui sont sur le site de l'inventaire. C'est là aussi peut-être un peu symbolique, mais finalement, n'importe qui veut avoir un certain nombre d'informations sur un site a au même niveau que les autres, c'est-à-dire les mètres carrés, l'ancienneté, le type de propriétaire, le classement au PLU. Il a aussi directement le dossier de l'inventaire du patrimoine sur la question du patrimoine architectural. Voilà, c'est un exemple. Enfin, dans un territoire comme le Grand Amiénois, qui est entre l'agglomération lilloise
et la grande agglomération parisienne, mais qui ne bénéficie que très peu de ces influences-là. Pour ne rien vous cacher, les promoteurs prêts à réhabiliter des friches ne se bousculent pas. Il y en a un peu plus depuis qu'on communique sur ce site, mais ils ne se bousculent pas. Donc on sait que le temps de revitalisation d'une friche est un temps long, et du coup forcément on se pose la question de que fait-on pendant ce temps? Comment on se l'approprie? Comment on s'en saisit? Et ce qui commence à cheminer dans l'esprit des élus, au moins les 2 comités de communes avec lesquels on travaille sur ces sites, c'est qu'ils pourraient mettre au point, parce que souvent ils en ont la compétence, je parle de la compétence développement culturel, mettre au point une programmation d'événements. Alors les événements, ça peut être un marché de produits locaux, ça peut être une bourse de plantes, ça peut être une raiderie, une brocante, raiderie chez nous, mais ça peut être aussi des manifestations plus artistiques. Mais quel que soit le type de manifestation, elle aurait au moins pour effet de réinstaller progressivement le site dans la vie publique. Ce sont des sites qui sont fermés, ou si on y va, c'est à ses propres risques. Là, il faut simplement une convention pour pouvoir y accéder, il faut mettre en sécurité une partie des locaux, et c'est possible. Donc ça commence à cheminer. Comme premier acte de projet, en attendant l'avancement des études et la sphère privée. Et puis, si la dimension de l'événement est artistique, on peut se dire aussi qu'on se rapproche un peu de la question de la dimension patrimoniale. Une raiderie, c'est intéressant, c'est de la vie, mais s'il y a une manifestation artistique, on est déjà sur un domaine peut-être plus proche de ce que l'on veut défendre. Ça, c'est juste une illustration. C'est une manifestation qui s'appelait Endormi, je trouve que le terme était bien choisi. C'est une friche qu'on connaît bien dans notre inventaire. Ça s'est traduit par une exposition photo, des vidéos et un spectacle de danse contemporaine. Donc voilà, je trouve que c'est assez exemplaire. Le seul regret, là vous voyez une des photos qui a été prise à cette occasion, c'est que tout ça a été présenté dans un centre culturel. Je pense qu'on aura franchi un pas le jour où ça sera présenté sur place. Et pourquoi pas, mais on y travaille. Et puis, pour pas être trop long, je vais conclure juste sur une idée. Ça, c'est une de nos friches assez essentielle. Elle est toute proche d'Amiens. Elle est à la limite de l'agglomération amiénoise. Elle est au bord de la Somme. Donc la Somme, la baie de Somme, ça doit parler à un certain nombre d'entre vous. C'est un axe touristique développé par le Conseil général en son temps, avec des maisons inclusières transformées pour accueillir le public, etc. C'est une friche de 6 hectares. C'est une des friches concernées par évidemment la problématique environnementale. Et donc la photo que vous avez vue tout à l'heure était prise là. Mais aujourd'hui, cette friche, elle est occupée comme ceci, si j'y arrive. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors je vous rassure, on n'est pas en état de guerre. Hein. Mais est-ce que Airsoft parle à certains d'entre vous? Peut-être pas. Donc Airsoft, c'est une marque de fabrication d'armes factices, à base d'air comprimé, Airsoft. Et donc il y a des clubs qui se sont montés, beaucoup, qui ont beaucoup d'adhérents en France, qui recherchent des sites qui nous intéressent nous, mais simplement parce que l'image actuelle étant une image de sites abandonnés, qui ont subi des dégâts souvent conséquents, ça leur fait un cadre sympathique pour les jouer la guerre. Donc ça, c'est l'usage actuel. Notre travail, c'est pour qu'on aille plutôt vers l'usage que je vous ai montré juste avant. Merci. Merci. Donc on voit bien sur cet exemple-là que réutiliser un patrimoine de cette nature-là n'est pas évident, surtout quand on n'a pas d'investisseurs, donc quand on est dans des zones qu'on pourrait dire détendues pour ce qui est de l'habitat, j'aime pas beaucoup en déprise, mais qui sont un peu hors des grands espaces métropolitains, finalement, redonner l'envie du projet et de l'investissement, c'est pas évident. Moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est effectivement de se dire que la seule connaissance historique et la seule valeur historique ou architecturale ne suffit pas. Il faut vraiment entrer d'autres éléments qui seront des facteurs importants de projet, et notamment toute la dimension foncière, économique et environnementale, parce que derrière, on va devoir composer avec ça.
Et puis un autre point qui est important aussi, c'est de commencer la réappropriation de ces éléments-là, d'une part par finalement ce que permet Internet aujourd'hui, c'est-à-dire de donner accès au plus grand nombre par le biais d'un site et d'une cartographie interactive à l'ensemble finalement de la connaissance collectée. Alors on sent bien que ça peut servir à des gens, à des investisseurs, mais aussi aux collectivités et puis à tout un chacun. Et deuxième élément qui est intéressant, l'idée de site pilote. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est généralement très intéressant sur de très vastes territoires, c'est-à-dire de choisir certains sites, soit parce qu'ils sont emblématiques, soit parce qu'il y a une volonté locale d'y aller, pour finalement commencer à initier un changement de regard, à initier du projet. Parce que c'est à partir de là, finalement, qu'on crée un intérêt et qu'on commence à faire évoluer les pratiques et à tester aussi des choses en grandeur nature. Et avec ça, l'idée des usages temporaires, qui sont finalement une manière de se réapproprier des espaces qui sont vécus comme des espaces plutôt abandonnés. Et à Saint-Nazaire, ça a été le cas aussi ponctuellement, je crois, d'utiliser les forges de Trignac pour des manifestations temporaires, des usages temporaires qui tout d'un coup remettent en jeu dans la vie actuelle, sans forcément avoir besoin de beaucoup d'investissements, un espace abandonné. Donc il y a toujours sur le patrimoine industriel des questions de sécurité qui ne sont pas complètement évidentes, mais bon, à mon sens, ça se gère souvent assez simplement. Mais en tout cas, l'idée de utiliser un événement, utiliser quelque chose qui ne va pas être pérenne pour redonner de l'intérêt à un objet patrimonial, désaffecté, ça semble être de manière assez générale un assez bon outil. Donc, puisqu'on commence à parler de la transition entre connaissance et appropriation, je vais laisser la place à Arnaud Boudou, qui n'est pas du tout du PNR du Vexin, mais des Grands Causses. Je suis désolée, on va partir dans le sud et je pense que l'accent vous mettra un peu de soleil dans cette salle toute noire. Qui va vous expliquer comment, dans un parc naturel, en fait, on associe les habitants au projet territorial et au projet patrimonial. Bonjour à toutes et tous. C'est avec celui-là qu'on... Ok. Alors juste une petite carte pour vous situer où on est, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on est dans le sud d'Aveyron, sur la nouvelle région Languedoc-Midi-Pyrénées. Le parc des Grands Causses, c'est à peu près 325 000 hectares. C'est un bon tiers du département. Voilà, et il se trouve qu'il y a quelque chose d'assez innovant pour un parc, c'est qu'on porte le schéma de cohérence territoriale. Sur les 51 parcs naturels régionaux qu'il y a aujourd'hui en France, on est 3 parcs à avoir un syndicat mixte qui porte aussi le SCOT. Après, on est un territoire très rural, hein, donc si je vous parle de densité de population, ça va pouvoir vous surprendre, mais on a des communes qui descendent à 5 habitants au kilomètre carré, et les plus grosses communes, parce qu'on a des communes qui sont des plus grandes de France en superficie, même la ville de Millau qui compte 20 000 habitants, une densité de 26 habitants au kilomètre carré. Donc c'est des choses qu'il faut avoir bien en tête, et quand on parle de SCOT rural, c'est véritablement un SCOT rural. Pour vous parler un petit peu de contexte politique, quand on a démarré le SCOT, il faut savoir qu'en Aveyron, il y a encore 2 ans et demi, il n'y avait aucune délibération de prescription d'un SCOT sur tout le département. Et sur notre périmètre de parc, il y a 97 communes avec quelques fusions de communes, on a plus que 93. Le SCOT, c'est 83 communes, il y a 2 comités de communes qui ne sont pas rentrés dedans. Quand on faisait le bilan des documents d'urbanisme, il y avait un SCOT Grenelle. Et 75% des communes qui n'avaient pas de document d'urbanisme. Donc on partait de loin. Aujourd'hui, on en est à une situation un peu différente, c'est-à-dire que le SCOT va être arrêté dans 1 mois et demi, et on espère approuver pour le 1er janvier 2017. Et en parallèle, se sont lancés, parce
On a 8 communautés de communes qui nous composent avec une fusion, là, avec le nouveau schéma départemental. On n'aura plus que 5. Sur les 5, il y en a 4 qui sont partis sur un PLUI à 6 mois d'intervalle avec l'élaboration du SCOT. Donc on a réussi à mener un vrai travail d'émulation sur la stratégie du territoire et le projet de territoire. C'est important de comprendre le pourquoi. Un seul autre élément qui est important, parce que ça a été une vraie commande politique, c'est que les élus ont demandé à l'équipe du parc de porter l'ingénierie en régie. C'est-à-dire que ce n'est pas des bureaux d'études qui ont fabriqué le SCOT du Sud-Aveyron pour deux choses, pour qu'il y ait une appropriation des élus au maximum de leur outil de planification, et qu'on arrive aussi à mener un travail de collaboration au maximum avec les citoyens. Alors pourquoi ? Parce qu'on est sur un territoire un petit peu spécial. Bon, c'est la brebis qui est l'essence de ce qui constitue aujourd'hui notre patrimoine. C'est le territoire du premier AOC de fromage en France, donc avec la loi de 1925 sur l'AOC du Roquefort. Et c'est une autre chose, donc c'est ce qui constitue le socle patrimonial du territoire. Donc on est sur des causes calcaires, donc ça veut dire que il y a un patrimoine qui est lié à l'architecture vernaculaire, évidemment, à ces plateaux, mais aussi à l'eau, parce que la ressource d'eau potable est un vrai patrimoine sur le territoire. Et après, on a un patrimoine qui est social. J'ai mis une photo de la lutte du Larzac dans les années 70 contre l'extension du camp militaire, simplement pour faire comprendre qu'un territoire, c'est aussi des acteurs, et que pour les élus, il y avait ce triptyque qui était très important pour SCOT, qui est vraiment pour eux le début du projet territorial à cette échelle-là, et qu'il fallait absolument trouver des moyens pour associer le plus grand nombre. Donc, l'ingénierie, vous l'avez bien compris, c'est l'équipe du parc qui la travaille. Sur la partie participative, on a décidé de se faire accompagner ou de travailler en équipe avec une petite association qui s'appelle la Manufacture des Paysages, et de se dire, est-ce que le patrimoine, déjà, est-ce que c'est la bonne notion pour travailler sur une médiation avec les habitants. On s'est dit que c'était pas forcément bien, parce que s'il fallait démarrer par un colloque de 8 heures pour parler de concept de patrimoine, qu'est-ce que c'est le périmètre du patrimoine, etc., c'était un peu compliqué. Donc on a utilisé une autre notion qui nous paraissait plus simple et plus transversale, qui est la notion de paysage. Et à travers la notion de paysage, déjà, on arrive plus à faire comprendre ce qu'on veut dire et à recueillir les choses. Donc on a lancé cette démarche qui s'est faite en 3 temps pendant la phase de diagnostic du SCOT jusqu'au PADD. Et ça continue aujourd'hui, je vous raconterai ça. Donc il y a eu une première phase de récolte où on est allé donc, avec les gens de la manufacture sur des marchés, sur tout un tas d'événements sur l'ensemble du territoire pour appliquer des méthodes de recueil des représentations. Parce que ce qu'on voulait savoir, c'est quelles étaient les représentations sociales des habitants qu'ils avaient sur leur territoire, et en même temps essayer de répondre aux nouvelles orientations de la loi Allure la loi Allure nous demande d'intégrer dans le SCOT quelles sont les représentations des habitants sur la qualité paysagère. Donc on a voulu aussi mettre en place cette méthode pour répondre à ce contexte législatif. Et donc ça a plutôt bien fonctionné, même plutôt très bien. Et une fois qu'on a eu cette récolte, on s'est dit, c'est bien, on a une idée générale, on s'est appuyé sur des grands panoramas photographiques, mais qu'on ne voulait pas sur des panoramas de type carte postale, on voulait montrer le paysage tel qu'il était, avec ses lotissements, avec ses lignes électriques, avec ses éoliennes. Voilà, de dire, le paysage aujourd'hui, ça nous paraît de ça, et essayer de réagir là-dessus. Donc ça s'est fait comme ça, avec des méthodes de post-it. Toute la méthode est plus détaillée sur notre site internet, donc je vous ai mis l'adresse si ça vous intéresse. Après, on s'est dit qu'il faut qu'on essaie de consolider tout ce corpus qu'on a pu avoir et le faire travailler. Et donc, on a constitué des groupes de travail, à la fois avec les gens qui étaient intéressés, qu'on a pu capter sur les marchés ou les événements. Et on s'est dit qu'il faut qu'on associe à cette démarche les gens qui font le paysage tous les jours.
Donc on entendait parler des partenariats avec la Chambre d'agriculture tout à l'heure. Bon, on a fait pareil, on a dit aujourd'hui, chez nous c'est essentiel, il y a un vrai triptyque entre paysage, c'est l'agriculture et la biodiversité, c'est quelque chose qui est complètement entremêlé. Donc il fallait absolument qu'il y ait des paysans qui participent à ce groupe de travail pour qu'on arrive à avancer. Et on s'est dit, il y a aussi, quand on entend depuis ce matin parler de banalisation des territoires, il nous fallait des gens qui fabriquent des lotissements, voilà, ou des lotisseurs. Donc on s'est dit, il faut qu'on invite tous ces gens-là, les architectes. À vrai dire, quand on regarde un petit peu sur les permis déposés, le nombre de permis qui sont tamponnés par un architecte, il y en a assez peu. Voilà. Donc c'était aussi intéressant d'avoir les gens qui ont AutoCAD et c'est plus rapide. Donc on a fait ça, on a fait beaucoup de visites et de rencontres sur le terrain. Et ça aboutit à quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce groupe de travail, sur quelques mois, a constitué un cahier de recommandations pour les élus, pour travailler sur le PADD, dans le PADD qui est le projet politique du SCOT, pour matérialiser. Donc c'est un cahier qui est disponible aussi sur le site internet. Voilà ce que nous, habitants, citoyens, on veut voir dans le projet de territoire. Alors c'est assez intéressant parce que comme c'était volontaire, on a eu beaucoup d'associations proactives qui sont rentrées dans la démarche, notamment toutes les associations qui sont contre le développement de projets éoliens. On a eu, mais pas que, on a eu des simples citoyens qui passaient au marché, qui se sont dit c'est intéressant. Voilà. On a eu des paysans. Alors, la brebis est plus que dominante chez nous. On a 1800 exploitations agricoles. Sur les 1800, il y en a 1600 qui sont sur de la brebis. Et on a un petit vignoble aussi, un AOP. Et il y a des gens du vignoble qui sont rentrés dans la démarche. C'était pas prévu. Et on a fait une visite. Et ça a fini que on a lancé une zone agricole protégée sur le vignoble. Voilà. Donc c'est la démarche participative qui a fait avancer tout un tas de choses sur le rendu au final du SCOT. Donc on pense que les élus ont eu raison de nous dire bon, on y va, on joue la transparence, on met un tiers détenteur parce que quand il y a des associations qui ont un intérêt, c'est-à-dire une association qui est contre le développement de l'éolien, elle est là pour ça, donc on a des gens qui sont un peu monomaniaques, mais le fait d'avoir cette association qui n'avait pas de parti pris sur les projets et qui se posait sur l'animation du débat, c'était très intéressant. Ouais, et on a réussi à sortir les gens de leur posture. Et nous, on n'était pas sur la pédagogie, c'est intéressant. On a fait des tas de réunions publiques pour expliquer quel était le projet politique, au moins sur les diagnostics, on allait dans toutes les comités de communes, et avec un résultat plus qu'intéressant. C'est-à-dire, comme on l'a fait sur chacune des comités de communes, on avait plus de 250 personnes à chaque réunion publique. Ce qui, sur un SCOT, quand on lit les rapports de concertation, est plutôt assez rare, même sur des zones très, très métropolitaines. Donc on pense que ce volet-là, on ne l'a pas trop mal réussi. Et ça ne veut pas dire que derrière, quand on aura approuvé, on n'aura pas une enquête publique prolixe, mais en tout cas, c'est un volet qui a été très très intéressant. Ça, c'est une carte des entités paysagères du parc, un peu simplifiée. Juste pour vous illustrer qu'aujourd'hui, cette notion de paysage, c'est devenu dans le projet politique quelque chose qui s'est traduit vraiment concrètement. Les élus, on parle de tas de choses aussi depuis ce matin qui m'ont réveillé des souvenirs, mais c'est vrai que ce soit une labellisation, que ce soit un classement. Alors nous, on a un classement UNESCO COSE Cévennes depuis quelques temps. Pour nos élus qui n'avaient pas de document d'urbanisme, qui n'étaient jamais rentrés dans ces démarches-là, c'est plus des phénomènes bloquants que des plus-values. Je peux vous dire que le Larzac, l'État veut classer le Larzac, la partie nord, et le viaduc de Millau et son écrin. Et quand l'inspecteur général est venu pour rencontrer les élus en leur disant vous allez voir, c'est la Légion d'honneur des classements, etc. Ils l'ont regardé, on s'est dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça se termine bien. Et en fait, on est rentré dans une démarche, le SCOT, la discussion avec l'État en disant on ne peut pas imposer aux élus un classement comme ça en leur disant que voilà, ce que vous êtes c'est génial et vous classez alors qu'eux ils ne voient que des contraintes.
Il faut qu'on se dise, voilà, on rentre tout ça dans le SCOT, on essaye de résoudre les problèmes qui peuvent être générés, et on verra le classement et comment ça se passe après. Mais c'est vraiment des choses qu'il faut, dans la relation même inter-institution, qui sont très très importantes. On a fait une autre, pour aller une autre démarche, alors rapidement, une autre démarche pour essayer de bien comprendre les phénomènes sur le territoire. C'est une enquête qualitative qui a été menée par l'université Jean Jaurès de Toulouse sur les nouveaux habitants. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire, ils ont eu un panel de nouveaux habitants qui sont arrivés il y a 5-10 ans sur le territoire pour connaître quelles étaient leurs attentes quand ils sont venus sur le territoire. Et notamment, on les a questionnés très précisément sur la qualité de qu'est-ce qu'ils attendaient en termes de logement. Voilà, tout ça pour vous dire que ça nous a amené à nous rendre compte que le modèle de banalisation, souvent par le lotissement, parce que chez nous c'est ce qui se développait le plus, répond plus du tout aux attentes des nouveaux habitants sur le territoire, qui sont souvent des urbains qui quittent le phénomène métropolitain, parce qu'aujourd'hui ça représente plus de 300 000 personnes par an en France, ce phénomène-là, et ça a révolutionné la manière de penser des élus. S'ils ne s'attendaient pas du tout à ça, ils continuent à leur faire des lotissements communaux, simplifiés, on décaisse, on met l'eau, l'électricité, et on laisse faire la maison. Donc c'est des choses qui se sont terminées comme ça. Et sur notre règlement de SCOT, alors souvent un règlement de SCOT, il appuie sa réglementation sur la hiérarchisation de pôles et de structuration urbaine. Ben nous, on va constituer un règlement qui s'appuie sur les entités paysagères. Donc ça a permis toute cette construction et cette co-construction citoyenne de faire des choses un peu innovantes et des choses auxquelles on ne se serait pas du tout attendu au démarrage quand on a démarré. Voilà. Merci. Merci. Je trouve que ce qui est intéressant dans la démarche, mais vous allez avoir la parole pour des échanges avec les intervenants, c'est la manière dont finalement les habitants et les usagers de ce territoire finalement ont amené à la fois des éléments de connaissance, des éléments de représentation, et puis des éléments de projet aussi, qui alimente le projet territorial et le projet local. Donc ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. On voit aussi que finalement, pour préserver ou pour transmettre du patrimoine territorial, on n'est pas forcément sur des outils qui relèvent des outils un peu traditionnel du champ patrimonial qui relève du Code du patrimoine ou du Code de l'environnement, mais on peut utiliser d'autres outils. Une zone agricole protégée, par exemple, finalement, là, c'est aussi un outil patrimonial. Ce qui compte vraiment, c'est le projet de transmission. Donc, la démarche, moi, me semble assez intéressante, et que ça soit aussi mené par un parc naturel, c'est à mon avis pas totalement neutre. Donc je vous propose un petit temps d'échange avec les intervenants ou de réaction sur ces questions de connaissance et d'appropriation du patrimoine territorial. Donc je pense qu'il y a Florence qui a un micro, donc on vous laisse réagir entre ce qui s'est dit ce matin, ce qui a commencé à dire cet après-midi. Voilà, si vous n'êtes pas tous en train de digérer. Voilà. Oui, Dominique Masson du ministère de la Culture. Je réagis par rapport à ce matin, pardon pour les intervenants de cet après-midi, mais il y a une chose quand même qui m'a assez interpellé ce matin, c'est l'utilisation de certaines formules, de certaines terminologies qui pour moi sont contradictoires. C'est-à-dire, et notamment, c'est la question du patrimoine ordinaire. Pour moi, un patrimoine n'est pas ordinaire par définition, hein, on l'a dit suffisamment. Un patrimoine, c'est sélectif quand même quelque part. C'est un choix de dire et de désigner un patrimoine. Je parlerai plutôt de patrimoine du quotidien, hein, comme on parle de paysage du quotidien, effectivement. Parce que c'est un patrimoine qui est d'abord approprié, vécu, reconnu, partagé, comme on l'a dit maintes fois ce matin,
Et je trouve que là, il y a des excès un peu sémantiques et d'utilisation de formules qui risquent malheureusement de travestir un peu, de détourner des objectifs. Pour moi, l'ordinaire, c'est aussi du banal. Or, le patrimoine est tout autre que banal, par définition. C'était simplement une réaction un petit peu, j'allais dire, épidermique à l'utilisation de certains termes qui, pour moi, sont contradictoires. Je veux bien réagir sur cette question parce que, effectivement, moi, j'utilise pas le terme de patrimoine ordinaire. J'utilise plutôt soit le cadre de vie hérité, soit la question du patrimoine du quotidien pour justement plutôt faire référence à des espaces pratiqués au quotidien. Mais à mon sens, ça veut dire qu'il y a quand même une lexicologie finalement du patrimoine territorial à construire, qui montre bien aussi qu'on est face à un nouvel objet et à un nouveau sujet. Donc autant les méthodes, on le voit bien, sont un peu à faire évoluer. L'association des usagers au projet, c'est à faire évoluer. La gestion en même temps que la politique de préservation, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est assez nouveau. Et la question du lexique aussi, quoi. Parce qu'en même temps, on n'est pas forcément sur des patrimoines vernaculaires, qui est un terme qui est un petit peu plus connu. On est bien sur autre chose. Nous, par rapport à ça, bon, le débat sémantique, on peut l'avoir. Moi, c'est vrai que je préfère la question de patrimoine, de paysage du quotidien. Par contre, on se rend compte que la vraie question, pour nous, c'est comme ça qu'on l'a appréhendé, c'est qu'un paysage banal ou un patrimoine banal pour un habitant, parce que il a toujours habité là, que ses grands-parents habitaient là, qu'il n'a vu que ça, et puis une jasse en Lozes était quelque chose de banal, parce que c'est toutes les mêmes, c'était les mêmes, les voisins se faisaient passer les échafaudages pour avoir la forme de la voûte, etc. On n'avait pas de bois, donc on faisait le matériau qu'on avait, c'était que de la pierre. Il n'y a pas un pauvre malheureux morceau de bois dans nos jasses ou dans nos maisons cossenardes. Et aujourd'hui, ce qu'on est sûr, c'est que nos maisons de lotissement, elles ne feront pas patrimoine dans 20 ans. C'est la différence. Par contre, dans la représentation sociale qu'ont les habitants, c'est là qu'on a le souci. Parce que le nouvel habitant, qui est souvent un urbain, qui va avoir une CSP+, etc., lui, va avoir une représentation sociale et c'est pour ça qu'il va venir, c'est ce capital paysager et patrimonial qui rend attractif notre paysage, alors que l'habitant de tous les jours, qui compose 80% de la population, n'a pas ce sentiment. Alors, donc, c'est comment dans le projet de territoire on prend ça en compte? Il faut valoriser ce sentiment du paysage dit du quotidien. Et ça, c'est là qu'est la complexité politique. Et nous, c'est le premier travail qu'on a eu à mener, c'est faire prendre conscience de ça les élus. Voilà. Parce qu'ils se retrouvaient dans la même chose. Aujourd'hui, nous, on a des élus chasseurs on leur dit, vous ne pourriez pas aller à la chasse sur les cosses si tout était complètement friché, etc. Donc, ils ont même cette notion patrimoniale de la forêt, parce qu'on en a qui veulent nous mettre du photovoltaïque au sol sur tous les cosses. Mais il a fallu qu'on avance sur ces questions-là, et je pense que ces notions, parce qu'on peut avoir un patrimoine qui est à la fois banal ou du quotidien et exceptionnel en même temps. Voilà. Et c'est la question de la représentation. Bonjour, Bernard Duhem, président de Maison Paysanne de France. Nous, on appelle le patrimoine de proximité. C'est tout simple. C'est un nom. On l'appelle aussi patrimoine rural. C'est aussi un autre terme. D'autres l'appellent aussi petit patrimoine. Voilà. Donc il y a le choix. Hein. Oui. D'autres l'appellent patrimoine vernaculaire, mais ça c'est quand même... Ça détermine un patrimoine qui a quand même une histoire très ancienne, alors qu'on peut avoir un patrimoine plus récent qui soit un petit patrimoine ou un patrimoine de proximité. Mireille Gruber, École de Chaillot. Je réfléchis et je suis vraiment très intéressée par l'ensemble des communications et des réflexions qui ont
été développé durant déjà cette grande partie de la journée. Et je voudrais insister sur un aspect dont il a été un peu question, mais peut-être pas suffisamment, peut-être il le sera abordé ultérieurement, mais c'est la question des petites villes, petites et moyennes, mais surtout petites, qu'on appelle aussi parfois des centres-bourgs, et qui, à l'heure actuelle, et sur l'ensemble du territoire, et je pense que c'est un phénomène très important quand on réfléchit en ce moment au devenir de nos territoires sur l'ensemble de la France, sont en déperdition de population, avec une désertification des centres. Et les centres sont souvent, dans la plupart de ces petites villes et de ces villes moyennes, des lieux à caractère fortement patrimonial. Et avec, dans ces centres, une ressource qui est le patrimoine. Et nos élèves à l'école de Chaillot, que ce soit dans le DSA ou dans la formation des AUE, sont amenés à étudier plusieurs dizaines de ces villes par an. Et lorsqu'ils font la restitution de leurs travaux, ce qui nous frappe ces dernières années, c'est qu'ils aboutissent à ce constat, mais qui est vraiment dramatique. Alors l'État s'en saisit, il y a un programme Centre-Bourg en ce moment qui s'attaque à ça, mais je pense qu'il est vraiment urgent de réfléchir à comment ces villes, elles font réseau quelque part sur le territoire. Pour le moment, elles sont siphonnées par les grandes villes. Lorsqu'elles sont l'objet de cette désertification, et ça passe par des actions qui sont subies, mais qui sont la prolifération des lotissements, le développement de grandes surfaces commerciales à l'extérieur, et qui, les uns et les autres, conduisent à l'abandon des logements dans le centre et à l'abandon des commerces dans le centre. Et comment agir et comment faire que des volontés politiques se dégagent pour contrer ces tendances-là dont on se rend compte qu'elles sont massives. Oui, alors nous c'est une vraie question à laquelle on est confronté. On est un parc, mais on a une autre particularité, c'est qu'on a un squat, et on a une ville de 20 000 habitants aussi, ce qui est assez rare. Donc c'est la ville de Millau, et on a une autre ville de 8 000 habitants qui s'appelle Saint-Afrique. Et c'est des villes qui ont des cœurs de ville qui se désertifient, mais pour plein de raisons en fait. C'est pas parce qu'elles sont pas attractives, parce qu'elles ont une forme d'attractivité. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un logement qui répond à la demande potentielle. C'est-à-dire, on a un cœur de ville, on a fait un diagnostic très précis sur soit des hôtels particuliers ou des maisons de ville à 2-3 niveaux, où le logement ne dépasse pas les 30 mètres carrés. Et sur une commune de 20 000 habitants, Millau, on a 3 000 logements vacants en centre-bourg. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En sachant qu'après, si vous posez la question aux élus, ils vont vous dire c'est les servitudes monuments historiques, on ne peut pas rénover, ça coûte cher, etc. Et c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle économique qui permette une rénovation, parce qu'on n'est pas en zone tendue, donc il n'y a pas de financement sur la défiscalisation. On n'a pas de bailleurs sociaux qui sont en capacité d'agir. Et puis, en plus, on n'a pas besoin que de logements sociaux. Si on veut qu'il y ait un réinvestissement sociétal, il faut ramener des gens à pouvoir d'achat qui sont partis sur les périphéries, qui reviennent dans le centre-ville. Et ça, c'est aujourd'hui le vrai souci. Et on l'a aussi sur des bourgs beaucoup plus modestes, de 2-3 000 habitants. On a un autre blocage qui est la situation de la propriété. Qui est propriétaire de ces immeubles? C'est souvent des indivisions. Nous, on a fait ce diagnostic foncier. Ce sont souvent des indivisions où dedans, les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a la petite fille qui ne veut pas vendre l'appartement de papy parce qu'elle y venait en vacances quand elle était petite, donc elle n'est pas d'accord avec son frère, ça ne marche pas. Et ça, c'est un vrai blocage. Donc quand on cumule tout ça, on n'a personne qui vient pour investir. Et après, on a les aménités. Alors, c'est soit des questions de parking, soit la question du petit jardin ou de l'espace collectif. Et nous, ce qu'on travaille dans le squat, c'est ça. C'est comment on agit sur le foncier
sans rentrer dans l'expropriation et sur un rythme du foncier sur 50 ans, parce qu'on n'agit pas, et on n'a que des communes qui sont surendettées, qui de toute manière n'ont pas la capacité d'exproprier. Donc il faut leur trouver des solutions plus souples. Donc nous on réfléchit à des solutions de type prêt à usage ou beau à réhabilitation. C'est plus souple. Et on n'exproprie pas, donc le tabou de la propriété privée en Aveyron, c'est quelque chose de sacré qu'il faut faire attention. Mais en Aveyron, c'est pire qu'ailleurs. Moi, je ne suis pas aveyronnais, alors je et après, c'est la question voilà, du petit jardin qui n'est pas forcément attenant, mais sur lequel il peut y avoir un potager. Toutes ces choses-là que tout le monde réfléchit, mais qu'il faut maintenant arriver à mettre en œuvre. Comme je pense que j'ai été beaucoup trop politiquement correcte depuis ce matin, je vais me lâcher un peu. Alors, je pense que la question de la dévitalisation des centres, ça c'est un phénomène un peu généralisé. Moi, je dirais que quand c'est vacant, c'est pas le pire, parce qu'en plus, ça peut être hyper précarisé. C'est-à-dire que finalement, dans une certaine proximité des grandes agglomérations, ça passe par un temps de vacances et puis après, c'est réoccupé par une population hyper précarisée. Donc, quand en plus c'est occupé, c'est presque plus compliqué d'intervenir. Alors, moi, j'aurais une analyse plusieurs éléments. D'une part, effectivement, on sent bien que pour intervenir, pour reconquérir ces espaces-là, on est un peu comme sur le patrimoine industriel qu'évoquait Nicolas sur Amiens, quoi. C'est-à-dire que le simple diagnostic patrimonial est insuffisant. La question foncière, c'est évident. La question économique, la question de l'accès aux services, c'est aussi des éléments extrêmement importants pour arriver à donner tous les composants du projet et pour pouvoir trouver aussi la bonne jauge en matière de préservation patrimoniale. Où on met la jauge, qu'est-ce qui est l'intérêt, finalement, le meilleur compromis entre tous ces intérêts. Je pense qu'en plus, si un bourg-centre s'est retrouvé à un moment donné hors champ, on va dire, c'est peut-être pour une question d'attractivité, c'est aussi quelquefois simplement parce qu'on a organisé la concurrence territoriale. Alors, on l'organise, elle se fait toute seule avec les acteurs économiques, on sent bien, entre les puissances économiques, mais là, je pense que c'est un peu compliqué d'intervenir dessus. Mais effectivement, quand on ouvre du foncier facilement à l'extérieur d'une commune, alors qu'on a un centre-ville qui commence à se dépeupler, peut-être qu'on se tire une balle dans le pied tout seul aussi. Et après, moi, je pense que l'élu de la chaussée Saint-Victor ce matin parlait d'attractivité pour des habitants sur un territoire autour d'une certaine qualité de vie. Moi, je pense que quand on évoquait la question de la représentation, en fait, pour de nouveaux habitants ou pour des habitants existants, de ce à quoi correspond ce territoire-là en termes de mode de vie, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que pour réattirer une population, et notamment une population solvable, parce que des grands ménages avec des revenus, pour les faire revenir dans les centres-villes, tout le monde en veut. Dans les métropoles, on en veut. Dans les territoires périurbains, on en veut. Dans les petites villes, on en veut. Sauf qu'en fait, le gisement n'est pas infini et que du coup, les gens passent d'un territoire à l'autre. Et puis, leur choix résidentiel, finalement, on ne les connaît pas forcément extrêmement finement. Donc, réfléchir au mode de vie. Notre territoire, qu'est-ce qu'il peut offrir en termes de mode de vie bien caractérisé? Ça, je pense que c'est finalement le fondement du projet. On va pas habiter partout de la même manière. Et que peut-être, justement, la question... Moi, il y a des choses qui m'intéressent assez, par exemple, c'est des modèles de villes où toute l'intergénérationnalité fonctionne très bien. Qu'est-ce que ça voudrait dire, un modèle de ville où l'intergénérationnalité fonctionne très bien? Et là, tous les enjeux de proximité, d'aménagement d'espaces publics qui sont confortables autant quand on a 85 ans avec une canne que quand on a 3 mois et qu'on est dans une poussette, là, ça peut faire finalement un vrai
modèle de vie dans des espaces un peu différents de ceux qui se produisent un petit peu partout. Donc je pense que vraiment sur ces centres-villes-là, il faut réfléchir au mode de vie. Qu'est-ce qu'on promeut comme mode de vie? Est-ce que c'est un mode de vie de la proximité? Est-ce que c'est un mode de vie du tout à pied? Et c'est possible. Pouvoir aller à l'école à pied, même quand on a 6 ans ou 7 ans en sécurité. Ben, ça a des impacts en matière d'aménagement. Et là, on vend un modèle de vie. On peut afficher un modèle de vie qui permet à des gens d'avoir envie de réinvestir ces lieux-là. Mais je pense que le simple traitement du bâti est très très loin de suffire. Et puis il y a un deuxième point aussi, c'est qu'on ne vit plus sur son territoire tout seul sans bouger. Et que si on n'a pas des réflexions en termes de mobilité, de déplacement, comment je fais pour accéder à, eh ben, on réattire personne. C'est-à-dire qu'il y a un moment, parce qu'effectivement, on se retrouve confronté à, ah bah oui, mais ma voiture, je la mets où? Je suis obligée d'aller faire mes courses loin parce que sur place, il n'y a rien. Quand j'ai 3 packs de lait à descendre, à monter au 3e étage, je fais comment? Donc tout ça, c'est des choses qui renvoient au confort de vie des habitants. Et je pense que c'est juste fondamental aujourd'hui. Bon, je suis une humaniste totale, donc j'assume complètement la position.